Alors moi j'ai encore plein de questions, mais c'est le moment de vous donner la parole probablement. Est-ce que vous en avez, ou est-ce que vous voulez qu'on revienne sur des choses pas forcément comprises du premier coup? Alors, quid des fruits? Est-ce qu'on peut les manger en début de repas? Et dans ce cas, lesquels on a le droit de manger? Est-ce qu'on peut commencer son repas avec un pamplemousse, un kiwi, ou est-ce que c'est trop acide? Alors, c'est difficile de répondre comme ça, parce que pour certaines personnes, effectivement, les agrumes vont être trop acides, mais pour d'autres, non. Mais d'une manière générale, oui, les fruits en début de repas, je dirais même 20 minutes avant le repas. L'idéal, c'est vraiment en dehors des repas. À la collation de 10 heures, à la collation de 17 heures, c'est le moment idéal. Mais pour les enfants, par exemple, quand ils expriment qu'ils ont faim, il faut leur donner à manger rapidement, les petits en tout cas. Eh ben, leur donner un fruit au moment où ils ont faim, ça nous laisse 20 minutes pour préparer leur purée et ça fonctionne très bien. Et en plus, les fruits sont apéritifs. Mais il y a une petite exception, c'est la pomme et l'ananas qui contiennent des enzymes qui font que du coup ils sont digérés assez rapidement et sont beaucoup moins gênants en fin de repas. Bonsoir, moi j'ai une question. Comment on peut savoir si notre microbiote est vraiment faible ou moyennement fort? Parce qu'on a tous des problèmes, des petits trucs, mais est-ce que ça veut vraiment dire qu'on a un microbiote complètement catastrophique? On peut parler de symptômes, effectivement. Et donc, Florence évoquait un petit peu le fait qu'il y a des manifestations au niveau du bien-être intestinal ou du transit intestinal. L'aspect des selles a été évoqué. Donc, effectivement, on ressent et on vit cette partie-là. La partie qu'on ressent ou qu'on ne vit pas, c'est quelle est la composition de mon microbiote intestinal. Et donc, c'est une question importante pour moi par rapport à la situation actuelle. En fait, on est dans cette situation où il y a plein de services qui vous proposent aujourd'hui une analyse du microbiote intestinal et la démarche n'a pas été faite, à mon sens, suffisamment pour standardiser les procédures. Donc, si vous envoyez un échantillon de sel à 3 services différents, vous allez avoir 3 photographies de microbiote différentes aujourd'hui. Donc, c'est compliqué à gérer, évidemment. Soi-même, on a du mal à lire de toute façon ces choses-là. La médecine aujourd'hui a aussi beaucoup de mal à lire. Peut-être que les naturopathes seraient les mieux placés finalement pour exploiter cette information-là. Et encore une fois, il n'y a pas de standard, donc c'est vraiment une situation qui demande à être améliorée, qui évolue dans le bon sens. C'est-à-dire que les dernières sociétés qui sont créées dans les 2 années passées ont effectivement fait une démarche un peu plus avancée que ce qu'il y avait avant. Et par contre, les sociétés qui ont pignon sur rue ne semblent pas être très, très empressées de valider leur technologie. Donc voilà, on est dans cette situation-là aujourd'hui. Et la recherche, par contre, a énormément avancé. Donc, du coup, à notre niveau, au niveau de l'INRA, ce qu'on fait, c'est hyper standardisé. Et on a ces photographies de microbiote intestinal qui nous permettent même, à 1 an d'écart, de reconnaître l'individu d'où ça vient. Parce qu'effectivement, ça varie assez peu pour un individu donné au fil du temps. Donc, sauf traitement antibiotique ou changement alimentaire vraiment drastique, on va reconnaître un individu simplement en aveugle sur la base de l'analyse de son microbiote intestinal. Mais quand c'est fait dans des conditions hyper standardisées. Bonsoir. Je voulais avoir votre avis concernant l'hydrothérapie du côlon. Alors, si ça s'adresse à moi, je n'ai pas d'avis en fait. Je ne connais pas de travaux scientifiques qui ont vraiment creusé la question, c'est-à-dire sur l'impact sur le microbiote intestinal, ni de l'hydrothérapie du côlon, ni du jeûne qui est pratiqué et qui semble avoir des effets vraiment magiques sur la régénération qui peut être mise en place en fait, ou mise en œuvre au niveau du corps humain. Mais la relation avec le microbiote intestinal, pour moi, ce n'est pas documenté aujourd'hui, donc je ne sais pas trop quoi en dire. En tant que naturopathe, ce que je peux dire sur l'hydrothérapie du côlon, c'est qu'effectivement, ça peut faire des miracles, mais dans des conditions extrêmement restrictives. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de contre-indications. Il y a peu de gens pour qui c'est une indication. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme contre-indication? Par exemple, l'hyperperméabilité intestinale est une contre-indication. L'hypersensibilité en est de l'irritation de la muqueuse. C'est aussi toutes les maladies type Crohn, rectocolite hémorragique, etc. Enfin, les maladies d'intestin, c'est des contre-indications. Voilà, je vais pas faire. Il y a beaucoup de contre-indications.
donc voilà, c'est à voir au cas par cas. Mais quand c'est indiqué, voilà, je connais l'exemple dans mon entourage d'une personne atteinte de fibromyalgie, qui est une maladie, voilà, et qui la pratique une fois par an, et à chaque fois, elle a vraiment quelques mois devant elle de soulagement, quoi. Donc voilà, c'est le jeûne aussi, comme vous disiez, voilà, ça provoque des assainissements. Voilà, mais il y a d'autres méthodes pour assainir l'intestin. Bonsoir. Moi, j'avais une question, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit là, par rapport au système nerveux qui est relié donc, à la microbiote. Est-ce qu'on peut inverser une maladie cérébrale, enfin, l'atténuer, comme par exemple la schizophrénie? Alors, les quelques exemples que je peux documenter, c'est dans l'autisme. L'autisme qui, pour une grande partie, mais c'est un syndrome compliqué, donc du coup c'est difficile de généraliser, je ne veux surtout pas être interprété comme généralisant, mais il y a une partie de ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'autisme qui est finalement un développement normal du nouveau-né après la naissance, et puis à partir de 16 à 30 mois, tout s'arrête, la croissance notamment, et puis on a une installation d'un retrait, l'apparition de mouvements répétitifs et des choses comme ça qui sont des typiques de l'autisme. Et cet autisme-là, il a été effectivement corrigé par une approche nutritionnelle. Donc finalement, ça met beaucoup d'optimisme dans le fait que l'on peut agir à travers une démarche de gestion de la relation entre l'individu et son microbiote, qui est correctrice de dérèglements, et notamment de dérèglements liés à la signalisation au niveau du cerveau et la mise en place des connexions précoces dans le cerveau. Mon impression, parce que je ne peux pas dire plus que ça, c'est qu'agir tôt est certainement un élément bénéfique. Et les témoignages que je reçois de parents me font penser qu'effectivement, quand c'est pris en charge, pas trop longtemps après, c'est d'autant plus favorable pour restaurer une situation normale ou quasi normale. Je ne sais pas sur la schizophrénie, je ne sais pas sur le syndrome bipolaire non plus. Bonsoir. Moi, j'ai une question pour Monsieur Burkel. Je voulais savoir, au bout de combien de temps vous avez vu une modification du microbiote quand l'alimentation a été modifiée avec beaucoup plus de fibres, justement? Minimum 1 an, la plupart du temps 1 an et demi, 2 ans. Il y a des effets très court terme, et puis si on veut reconstruire effectivement la richesse et la diversité, il faut du temps, quoi, forcément. Un travail de long terme avec beaucoup de constance, mais ça vaut le coup. Mais comment est-ce qu'on corrige, puisque si on n'a pas de... Comment être guidé, voilà, comment est-ce que... Oui. Je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. Je connais la biologie. Je sais que Joël a dit qu'il faut une standardisation. Je peux vous dire que la manière dont on a pour l'instant travaillé, quand on refait un microbiote 1 an après chez quelqu'un qui n'a rien fait, c'est copie conforme. Donc, quelque part, il y a quand même une grosse stabilité au niveau du microbiote. Après, comment on peut savoir qu'un microbiote est pauvre? Il n'y a que la biologie. Je ne vois pas d'autres moyens. On a effectivement fait un travail d'intervention nutritionnelle sur une cinquantaine d'individus en surpoids et légèrement obèses, avec Karine Clément à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et dans ce travail-là, on avait un régime qui avait vocation à faire perdre du poids, donc appauvri en graisse, un petit peu enrichi en protéines parce que ça gère la perception de satiété, et surtout apportant une grande richesse et une grande diversité de fibres. Et on avait une population dont à peu près un tiers avait un microbiote appauvri. Le reste avait un microbiote riche, quasi équivalent à la population générale ou à ce qu'on trouve habituellement en population générale. Et c'était vraiment une distribution qu'on a appelée, nous, bimodale, c'est-à-dire qu'il y avait une fraction de population avec un microbiote pauvre au départ. Et on a montré qu'à travers 6 semaines de ce régime, on arrivait à augmenter de 25% la richesse de leur microbiote intestinal chez les individus qui avaient un microbiote appauvri au départ. Donc on peut agir.
Par contre, on a des travaux sur la souris qui montrent que si on enlève complètement la cellulose du régime, au bout de 2 ou 3 générations, on va complètement perdre 30% de la population microbienne. Et là, on ne peut pas les reconstruire, sauf à réinoculer avec des crottes de souris de 3 générations avant. Donc voilà, il peut y avoir des pertes définitives si vraiment on a un régime très dévié. Mais globalement, on a en nous, finalement, sous-dominant, un microbiote qui n'attend que leur niche écologique, finalement. Et apporter une richesse de fibres, c'est ouvrir des niches écologiques et c'est permettre à ces micro-organismes, comme on l'a vu un petit peu dans le film, de repasser en dominance et de redescendre dans la maison intestinale. Bonsoir. Je me posais en fait une question entre, vous avez parlé des différentes muqueuses et des différentes flores, le lien en fait entre notamment la flore intestinale du coup et la flore vaginale par exemple. Alors, les éléments qu'on a sur le microbiote intestinal et le microbiote vaginal vont en sens inverse. C'est-à-dire que tous les microbiotes, toutes les muqueuses, on a l'impression qu'il faut que ce soit riche et diversifié au niveau du microbiote. C'est l'inverse au niveau vaginal, où un microbiote vaginal qui est favorable ou bénéfique va être un microbiote assez peu diversifié avec certains groupes microbiens particuliers, notamment des lactobacilles. On sait même que l'espèce Lactobacillus crispatus est plutôt favorable quand elle est dominante. Et à contrario, quand on a un microbiote vaginal très diversifié, c'est là où on a le plus en termes d'incidence et de prévalence de vaginose bactérienne, en fait, où on a des bactéries qui sont indésirables, qui vont avoir tendance à proliférer plus facilement. Donc c'est l'inverse du microbiote intestinal. Par contre, on sait que certains composés actifs, certains compléments alimentaires, par exemple, qui ont vocation à aider à contrôler le microbiote vaginal, peuvent être apportés par voie orale. Et donc, vraisemblablement, ils vont jouer sur 2 facteurs, soit directement sur le microbiote vaginal par du passage, du transfert du microbe, à travers la voie cutanée, puis le vagin, soit à travers l'immunité. L'immunité interagit aussi avec les microbiotes au niveau des muqueuses, toutes les muqueuses, et finalement être capable d'améliorer son tonus inflammatoire ou immunitaire au niveau global de l'organisme, c'est agir sur le microbiote vaginal. Bonsoir. J'ai entendu parler de thérapie par rapport au Clostridium difficile et j'aurais voulu savoir s'il y avait d'autres perspectives thérapeutiques, notamment quand on sait que beaucoup de bactéries sont devenues résistantes aux antibiotiques. Alors, ce que vous évoquez, c'est l'approche thérapeutique est basée sur le transfert de microbiote d'un individu sain vers un patient. C'est le transfert de microbiote fécal. C'est pratiqué tous les jours. C'est reconnu maintenant par les agences réglementaires comme un traitement réel. Et dans Clostridium difficile, c'est justifié par un travail qui a été publié en 2012 qui a montré que si on compare cette démarche-là, qui n'est pas une démarche tout à fait simple, où on prend le microbiote d'un individu en bonne santé, souvent c'est un parent dans la famille par exemple, et puis on va l'utiliser pour essayer de remplacer complètement le microbiote du patient. Cette démarche-là, elle était capable d'éradiquer le pathogène dans 90% des patients. Il y a peu de médicaments qui marchent aussi bien que ça, en fait, par rapport à l'antibiotique de dernier recours qui guérissait à peu près 30% des patients. Et c'est un essai qui a vraiment marqué la communauté scientifique et clinique, puisqu'il a été arrêté à mi-parcours, quand en général on essaie de voir un petit peu comment vont l'essai 1 et l'essai 2 en fait, dans l'essai. Et puis s'il y a une grosse différence, on va lever l'aveugle, on va essayer de savoir qu'est-ce qui était le nouveau traitement, qu'est-ce qui était l'ancien. Et si le nouveau est beaucoup plus performant que l'ancien, à ce moment-là, éthiquement, on est obligé de mettre tout le monde sur le nouveau. Et donc c'est ce qui s'est passé dans ce contexte particulier. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres applications ? Comme vous pouvez l'imaginer, 90% de guérison, ça incite un petit peu à aller voir ce qui pourrait se passer dans les maladies chroniques. Donc ça a été testé dans le diabète, par exemple. Donc dans le diabète, c'est une petite étude, une vingtaine d'individus, et la moitié des patients sont en autologue, reçoivent leur propre microbiote, donc c'est un groupe contrôle, il n'y a pas d'effet. La moitié reçoit le microbiote d'un individu non diabétique, et le diabète est corrigé pendant 6 semaines après l'intervention. Un diabète de type 2. Voilà, il y a plein d'études qui sont faites. En France, on a des travaux qui sont faits à l'hôpital Saint-Antoine sur les maladies inflammatoires de l'intestin. On a évoqué un petit peu ce contexte-là. Donc c'est la maladie Crohn, la rectocolite hémorragique. C'est des pathologies aujourd'hui dites incurables, chroniques, avec une succession de phases aiguës et de phases de quiescence de la maladie où les individus sont à peu près en vie normale et peuvent aller travailler.
Et ce qui a été testé, c'est la possibilité de rallonger au maximum les phases quiescentes de la maladie en faisant cette intervention de transfert de microbiote juste après la rémission, finalement. Après une phase aiguë, on met en rémission et puis on fait un transfert de microbiote pour essayer d'avoir un écosystème qui va permettre de plus longuement garder l'individu en dehors de sa maladie. Et c'est testé dans plein de cas. Il y a eu une intervention dans l'autisme aux États-Unis il y a 2 ans et ils viennent de publier le suivi à 2 ans là, tout récemment. Et ils ont montré que non seulement chez des autistes qui ont un microbiote intestinal et un transit intestinal un peu perturbé, on reconstruit le bien-être intestinal, on va dire, le fonctionnement normal de l'intestin, mais aussi on a des effets sur le comportement de l'individu et qui sont même augmentés au fil du temps après cette intervention. Donc là, sur une visibilité à 2 ans. Il y a plein d'autres contextes aussi. Il doit y avoir aujourd'hui entre 160 et 200 essais cliniques dans le monde qui passent par le transfert de microbiote intestinal. On a une petite société française qui s'appelle Mat Pharma qui a produit le petit film, le premier qu'on vous a montré, et qui, elle, intervient dans le cancer, et uniquement dans le cancer, pour l'instant seulement dans les cancers du sang, et qui a montré pour l'instant que chez les patients qui doivent subir une chimiothérapie assez sévère, la première chimiothérapie quand on est diagnostiqué leucémie aiguë, eh bien ces patients-là ont un intestin qui est complètement détruit en 3 semaines à 4 semaines. Et si on réadministre le microbiote du patient, après ces 4 semaines d'intervention, eh bien on reconstruit le microbiote en 24 heures et on le reconstruit pratiquement à l'identique. Le patient retrouve un transit intestinal normal, alors qu'il sort de périodes où il avait 3 à 5 litres de diarrhée par jour, donc c'est vraiment des choses assez dures. Et donc on reconstruit et on est capable d'éliminer des effets secondaires du traitement. Et puis aujourd'hui, Mat Pharma a un essai de phase 2 dans la maladie du greffon contre l'hôte, donc chez les patients qui ont déjà subi 3 chimiothérapies, à qui on a pu, parce qu'il y avait amélioration, faire une greffe de moelle osseuse, donc essayer de remplacer complètement leur immunité. La moitié de ces patients ont une réaction de leur nouvelle immunité contre eux-mêmes. Et c'est une condition très sévère. Et donc dans ce contexte-là, où pour 80% des patients, c'est pratiquement une phase terminale, on essaye de voir si la transplantation de microbiote fécal pourrait effectivement donner espoir à ces patients, avec des résultats pour l'instant vraiment intéressants. Bonsoir. Je voulais savoir si dans votre aéropage, il y avait des gens qui auraient des informations sur la pertinence des tests sur les intolérances alimentaires. C'est l'immunologiste qui vous parle. Mon premier certificat, quand j'ai eu fini mes études pesantes de pharmacien tout court, a été l'immunologie. Alors je connais très bien le problème des tests qui permettent de faire des recherches au niveau de l'intolérance alimentaire. Ça ne vaut rien. Non, mais c'est un problème technique. C'est-à-dire qu'on utilise une espèce de soupe dans laquelle on va essayer de retrouver quelque chose qui ressemble à une réaction de type intolérance. Non. Oui, il y a des intolérances qui sont parfaitement ciblées aujourd'hui, sur des intolérances par exemple au gluten ou des choses comme ça. Oui, ça, on est dans l'immunologie stricte, celle qu'on connaît, qui est la même que l'immunologie des allergies, des choses comme ça. Là, on est dans le vrai. Mais pensez une seconde qu'on puisse dépister de façon immunologique du terme toutes les intolérances qui pourraient exister contre des aliments, non, ça c'est pas possible. Immunologique, ça veut dire c'est la préparation du réactif qui va permettre de dépister est-ce qu'on a une intolérance à l'arachide, on a une intolérance. Je ne parle pas des allergies, je parle des intolérances. Il y a des personnes qui reviennent avec des tests où ils ont 40 à 50 intolérances. Il faut arrêter. Ça veut dire que... Attendez, je termine la phrase. On a tous des épisodes
de perméabilité intestinale accrue aux macromolécules. Là, il y a ces aliments qui passent, des fractions des aliments qui passent, et là, évidemment, au niveau circulant, on ne connaît pas, on va fabriquer des anticorps. Donc, mais c'est une mémoire qui s'installe, hein, ça veut dire que ce n'est pas une fois. Notre sang n'est pas stérile. Il n'est pas stérile ni au niveau bactérien, ni au niveau viral, ni au niveau alimentaire. Donc, vous allez dépister tout ce qui est possible. Le pire, c'est la candidose. On dépiste, on fait une réaction comme ça, immunologique, pour dépister que vous avez une candidose. Mais c'est un vieux truc, hein, c'est un truc qui est passé un jour. Ça ne veut absolument pas dire que c'est une action. Une action, il faut un seuil auquel c'est quelque chose qui est pathogène, qui va induire, si c'était le cas, on serait tous en train d'avoir des maladies auto-immunes au niveau circulant, parce qu'il y a l'intestin est poreux parfois à certains moments et ça passe. Et puis, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est comme ça qu'on a compris qu'il y a certaines façons drastiques de faire passer des bactéries intestinales qui ont eu des effets au niveau des chimiothérapies. Donc, c'est pas gênant. Mais pour aller identifier une intolérance alimentaire qui ait du sens au niveau clinique, vous savez, intolérance, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle être au niveau 2, 3, c'est-à-dire des hypersensibilités, des choses comme ça. C'est des maladies graves. Hein. Donc quand on parle d'intolérance, on dit n'importe quoi. Excusez-moi de m'être emporté. On me casse les pieds tous les jours. Si je comprends bien, c'est essentiellement de la porosité intestinale en fait, qui a été mémorisée dans le sang et puis qui traduit n'importe quoi. C'est mieux de mesurer la porosité que de mesurer des choses comme ça. Ça coûte 1000 fois moins cher en plus. C'est la porosité à un moment donné dans la vie qui a laissé passer du signal, qui a été à ce moment-là reconnu par le système immunitaire. Et cette reconnaissance, si c'est une perception d'agression, elle est mémorisée. Donc on va, toute notre vie, avoir cette réserve de cellules immunitaires qui sont prêtes à réagir à nouveau. Donc si on a à nouveau un événement d'hyperperméabilité avec le même composé qui passe dans la voie sanguine, on va quand même avoir de l'inflammation à ce moment-là, quoi. Mais c'est essentiellement une mémoire. Donc si on voulait ausculter notre mémoire immunitaire en se disant « tiens, je suis malade », non, on n'est pas malade. On a vraisemblablement rencontré à un moment donné dans notre parcours de vie cette molécule qui a entraîné cette mémoire. Merci. Bonsoir. Je voulais savoir l'influence des aliments crus et cuits sur les prébiotiques. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre tout à fait la question. L'influence du cru et du cuit, elle va être surtout par rapport aux micronutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, qui sont nécessaires aussi à la chimie de notre corps. Un petit point de définition peut-être, Florence, entre nutriments et micronutriments. On ne fait pas tous bien la distinction. Oui, ce qu'on appelle les macronutriments, c'est les glucides, les lipides, les protéines, donc, dont tout le monde a entendu parler. Les glucides, c'est les sucres. Les protéines, vous savez, pas seulement animales, je précise. Et les lipides, c'est tous les acides gras. Les micronutriments, c'est les vitamines et les minéraux et les oligo-éléments. Ce qu'on appelle les oligo-éléments, c'est aussi des minéraux, en fait, mais qui sont en plus petite quantité, comme le brome, le cuivre, etc., alors que le fer, le calcium, le magnésium sont dits des minéraux majeurs. Voilà. Et tous ces éléments, ces micronutriments, sont indispensables
sont souvent des cofacteurs. Par exemple, vous connaissez le fer qui transporte l'oxygène, mais sans la vitamine C, il ne fait pas son boulot, etc. Enfin, c'est très très complexe, mais voilà, ils sont sans eux, notre chimie, elle ne se fait pas. Il n'y a pas un lien particulier avec les prébiotiques. Les prébiotiques, vous avez vu dans la plupart, sont des aliments qui se mangent cuits. Alors pas tous, hein, mais toutes les fibres en tout cas. Elles se mangent crues ou cuites. Qu'elles soient cuites ou crues, elles sont des fibres à peu près identiques. Alors, les polyphénols, il y a des effets de la cuisson. Je suis en train de réfléchir. En fait, il y a des effets de la cuisson. Il y a une différence entre les aromates, dites les herbes aromatiques, etc., qui, elles, se consomment crues, et les épices, qui sont des racines, des écorces, des graines, etc., des feuilles, qui vont potentialiser leurs effets avec la chaleur et avec le gras. Voilà. Donc, on trouve plus de polyphénol dans les épices que dans les aromates. Voilà. Ça répond. Je voudrais juste attirer votre attention. Les tables alimentaires aujourd'hui ont pris ces phénomènes en compte, c'est-à-dire que selon la façon dont vous allez faire cuire, vous savez que vous perdez tant de pourcents, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de se lancer parfois dans les prébiotiques quand certains polyphénols disparaissent à 90%. Mais les tables alimentaires tiennent compte de ce phénomène. Ce n'est pas des aliments crus dont on vous parle, ce sont des aliments qui ont été cuits. Alors cuits à quelle température et ainsi de suite. Tout ça est notifié maintenant et donc on s'y retrouve assez bien sans trop de problèmes. Nous on a une base comme ça au niveau des prébiotiques qu'on a bâti à cause de ça, parce que on devient fou autrement. Vous le trouvez où excusez-moi, hein, mais vous dites, cette liste justement avec le détail de, par exemple, la masse de fibres dans les aliments, etc. On peut trouver ça où? Comment savoir si on consomme 30 à 40 grammes par jour? Un site simple, tout ce qui est polyphénol, vous allez sur Phénol Explorer. Et là, vous avez vraiment une masse d'informations déjà extrêmement importante. Commencez par là. D'accord. Vous en avez un peu dans les livres d'André aussi. D'accord. Il ne veut pas le dire, mais... À la base, j'avais le micro proposé une autre question, mais je voudrais revenir, désolée de vous embêter, avec cette histoire de porosité de la paroi intestinale et de cette histoire de candida et d'intolérance. Et en fait, à partir du moment... Parce que, si j'ai bien compris, la théorie, c'est que le candida favoriserait la porosité de l'intestin, abîmerait la paroi intestinale, quand il est en trop grande quantité. Ah oui, donc d'abord, il faut mesurer la quantité. Et ce n'est pas la clinique qui va vous renseigner, donc il faut faire un examen où on dilue les sels et on sait qu'il y a tant de colonies de candidats présents et il y a un seuil, qui est un seuil pathologique. Et du coup, est-ce que parce que ça crée des intolérances qui sont pas ponctuelles. Moi, je ne parlais pas de recherche d'anticorps. Hein. Je parlais de recherche culture du candidat. Parce qu'il faut aller sur le phénotype quand on peut, c'est-à-dire l'expression visible de l'infection. C'est quand même mieux si vous dosez les anticorps parce que vous avez eu une mononucléose, ils sont positifs à vie. Donc c'est plus renseignant. Il faut aller sur d'autres choses, quoi. Et là, si vous voulez savoir si vous avez une candidose intestinale et qu'elle vous crée des misères, il faut cultiver et quantifier le nombre de colonies présentes par millilitre de sel. Et donc c'est une analyse des sels.
Oui. et pas autre chose. Bah, si c'est dans la bouche, c'est dans la bouche. Si c'est vaginal, c'est Oui, oui. vaginal. Il y a Et- pour chaque endroit, il y a un seuil qu'il ne faut pas Mhm. dépasser, quoi. Et la porosité de l'intestin, c'est quelque chose qui peut se réparer. Et du coup, est-ce que ces intolérances, c'est des choses qui peuvent se régler comme ça, ou est-ce qu'on les gardera forcément toujours parce qu'il y a cette mémoire du système immunitaire, Non, justement? Si le facteur causal est là, ça ne se répare pas. Si le facteur causal est identifié, et c'est souvent assez simple, puis vous avez un marqueur qui vous permet de dire, tiens, là, ça a été efficace, et puis c'est tout à fait simple, hein. La porosité, c'est ce qu'il y a plus facile à analyser, hein. Alors là, ça va... Les additifs Non. alimentaires, par exemple. Moi, je peux encore parler de l'expérimentation animale parce qu'on n'a pas de données chez l'homme, à ma connaissance, mais on a un travail de collègues américains sur des animaux de laboratoire qui a montré que si on administre des émulsifiants, qui sont très courants dans les plats préparés, c'est les 2 molécules qu'ils ont choisies sont celles qu'on rencontre le plus souvent dans tous les plats préparés pratiquement, eh bien, on a tendance à augmenter la perméabilité intestinale et à dévier un peu le microbiote intestinal. Et ce faisant, on va avoir un petit peu plus de molécules qui sont produites par les bactéries intestinales, notamment des grammes négatifs, donc c'est un groupe bactérien particulier, qui sont inflammatoires. Et donc on a tout combiné pour générer de l'inflammation. Et le travail de nos collègues américains a montré que si on prend ce microbiote et qu'on le transfère dans des animaux qu'on élève dans des bulles stériles, sans germes, on transfère le risque. Donc on va avoir des animaux qui reçoivent un microbiote, leur premier microbiote en fait, hein, on crée une symbiose. Et bien cette symbiose-là est une symbiose à risque parce que le microbiote a été modulé à travers l'émulsifiant alimentaire. Donc des additifs alimentaires peuvent avoir cet effet-là en fait, hein. On peut imaginer que c'est des effets quand même assez ténus et modérés, mais par contre ça peut avoir cet effet. Et alors, je vais aller un petit peu compléter peut-être un peu à l'encontre de ce que disait André, au sens où si on a de la perméabilité intestinale, si on a des habitudes alimentaires qui vont la favoriser, on va se mettre à risque en permanence en fait, hein. Et donc on va entretenir un terrain où on a de la perméabilité, on a probablement un microbiote qui est un petit peu dévié déjà, et ça se combine pour faire de l'inflammation. L'inflammation fait du stress oxydant qui tape encore sur le microbiote. Donc on a vraiment un cercle vicieux qui s'installe et il faut agir. Donc agir sur la perméabilité intestinale, c'est quelque chose qu'on peut faire. On a dans notre microbiote intestinal normal des micro-organismes qui exercent un rôle protecteur. Certains ont été super bien documentés dans les 4 ou 5 années passées. On essaye d'en faire des médicaments, donc ce n'est pas vraiment le domaine de la nutrition santé. Mais par contre, si on arrive à doper la richesse du microbiote intestinal, on va favoriser ces micro-organismes qui sont protecteurs. Et puis, il y a quelques probiotiques. André disait, c'est souvent un effet assez fin, assez pointu. Il y a quelques probiotiques qui sont bien documentés aujourd'hui, à travers quelques essais, sur leurs propriétés protectrices de la perméabilité intestinale. Et honnêtement, personnellement, ça fait partie des choses que je recommande systématiquement parce que souvent, dans notre société, à travers nos changements de pratique, on va avoir tendance à favoriser la perméabilité ou l'hyperperméabilité et à entraîner tout un tas de dérèglements qui sont des conséquences de cet événement-là. Donc ça vaut le coup d'utiliser tous les leviers possibles. La diversification des fibres alimentaires en est un, même si, comme le disait André, il faut parfois, si vraiment on n'a pas l'habitude, se donner un petit peu de temps pour monter en puissance. Mais il y a aussi des probiotiques, pour moi, parapharmacie qui marchent bien. Par exemple On est filmé, on va citer les marques. Moi, j'ai pas d'état d'âme tellement, hein, donc. Ah oui, c'est non, ça dira rien du tout, parce que l'effet du probiotique, il est vraiment dépendant de la souche. Très souvent même, vous allez acheter un produit où on vous donne le nom de l'espèce quelquefois, donc c'est un Lactobacillus plantarum. On vous dit pas quelle souche, donc ça veut rien dire, puisque l'effet qui a été documenté scientifiquement, il est l'effet de la souche. Donc Lactobacillus plantarum 299V est une souche qui est produite par une société finlandaise et qui est finalement utilisée par une société qui commercialise en France un produit depuis 1 an et demi, qui est un produit intéressant dans ce... On en parle en dehors des caméras, si vous voulez. Vous aurez le temps, hein, juste quand on aura terminé, de discuter encore un petit peu. Oui.
Moi, d'abord, je voudrais vous remercier sincèrement parce que c'est super de nous faire partager toutes vos connaissances et vous apporter vos éclairages à tous les trois sur cette particularité qu'est le microbiote. Et moi, je voulais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant l'acquisition dès l'âge de 3 ans du capital du microbiote. Et la question que je me pose en vous écoutant, c'est au final, est-ce qu'on a un facteur génétique déterminant ou alors est-ce que c'est nous, parents, qui allons, comment dirais-je, nourrir nos enfants d'une certaine façon pour leur permettre d'avoir ce capital de microbiote riche ou pauvre? Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Donc, du coup, on parle de génome, ou de génétique et de microbiote. Donc, comme l'a évoqué André, au moment de la naissance, on sort d'un environnement qui est virtuellement stérile et on rencontre le monde microbien. Donc, c'est un événement assez unique. Et suivant la façon dont on va naître, césarienne ou voie basse, par exemple, ça va avoir un impact sur la façon dont on est colonisé. Aujourd'hui, aux États-Unis, chaque naissance est accompagnée d'un ou 2 traitements antibiotiques à titre préventif. C'est une aberration absolue pour l'écologiste microbien que je suis, mais c'est une réalité. Et donc, on a des pertes de richesse du microbiote intestinal à travers les générations qui est beaucoup plus marquée aujourd'hui aux États-Unis qu'en Europe pour l'instant. Il y a des cas où on doit le faire. On sait qu'on doit le faire. La médecine nous dit, voilà, on a un pathogène qui se promène, on va faire un traitement antibiotique pour protéger la maman ou pour protéger l'enfant ou les deux. Mais voilà, c'est quand même des pratiques assez bizarres qu'on voit dans la nature. La naissance par césarienne, je l'évoquais, c'est un tout petit risque de maladies immunes, par exemple de développer du surpoids, de l'obésité après ou des choses comme ça. Tout petit risque, vraiment. Par rapport à je fume et j'ai un risque de cancer, c'est des facteurs 80 ou 150 si on boit un whisky de temps en temps en plus. Là, c'est 1,15 par exemple. Donc c'est 1,15, c'est 15% de plus. Donc c'est vraiment très très peu d'enfants nés par césarienne qui vont effectivement subir cette conséquence, on va dire. Mais on a aujourd'hui des endroits dans le monde où 90% des naissances sont faites par césarienne. La réalité de l'exigence clinique, c'est 10 à 15%, puisque c'est à peu près ce qui est pratiqué en Scandinavie. Donc voilà, ils ne font pas plus prendre de risques à leur maman ou leurs nouveau-nés. Donc quand on en fait naître 90% par césarienne, ça veut dire qu'on a choisi au niveau sociétal de passer par cette modalité et on va globalement au niveau sociétal, augmenter le risque de développement de maladies immunes avec 2 ou 3 générations, c'est sûr. Voilà, donc c'est des choses qui sont étranges pour l'écologiste microbien que je suis. Par contre, le génome, on sait, parce qu'on étudie beaucoup le génome depuis 1990 maintenant, que certaines mutations sont associées à un risque de maladie. Dans ces mutations-là, c'est, sauf maladie génétique pure, un risque. Dans les maladies chroniques, par exemple, c'est un risque petit également d'association. Et donc, on va avoir identifié 30 gènes qui sont des gènes qui augmentent le risque d'obésité. Même si on a les mutations sur les 30 gènes, on peut très bien vivre toute sa vie sans développer d'obésité. Donc voilà, c'est des risques relatifs qui sont vraiment pas très parlants pour l'instant. Par contre, quand on a comparé le microbiote de patients et de sujets sains dans les maladies chroniques en général, systématiquement, on a identifié des espèces qui sont soit surreprésentées, soit sous-représentées, au point où on peut en retenir 5 ou 10, et on a un diagnostic de la maladie. Donc on a une photographie du microbiote qui nous parle beaucoup plus en termes d'association avec la maladie que ne nous parle le génome aujourd'hui, en fait. Ce n'est pas encore bien reconnu, ce n'est pas encore dans l'éducation des cliniciens. On a encore une médecine de l'organe et du symptôme, donc on a beaucoup de chemin à faire par rapport à ça. Mais voilà, c'est une réalité de la connaissance scientifique qui émerge aujourd'hui et qui est vraiment très très forte en termes de potentiel d'accompagnement de la thérapie pour le futur. Qu'est-ce que ça veut dire du soin demain, d'ailleurs, de la médecine de demain ? Je pense, moi j'insiste beaucoup sur le côté symbiose, c'est-à-dire qu'on est microbien, on est 50 000 milliards de bactéries, et si on compte que les bactéries, il y a plein d'autres choses aussi. Et en gros, on prend conscience de ça petit à petit, mais se nourrir, et bien se nourrir, c'est aussi nourrir cette composante de nous-mêmes.
Et c'est un élément essentiel du maintien de la santé et du bien-être, en fait. Et c'est, en gros, c'est nourrir la symbiose. Et de la même façon, en termes de diagnostic, comme on l'évoquait, ou en termes de thérapeutique, ça va avoir un impact assez important. Mon espoir, c'est qu'on arrive à avancer suffisamment vite pour que ça rentre de façon quasiment systématique dans la prévention. C'est-à-dire que nos cliniciens aient un regard sur le risque relatif qu'on peut avoir de développer une maladie et puis nous guident sur la façon de mieux nourrir notre symbiose, finalement, pour nous protéger contre des maladies chroniques. Ce n'est pas les naturopathes qui diront le contraire, parce que tout ça est en train de valider en fait ce que font les médecines dites alternatives depuis longtemps. Oui, c'est même viennent les enrichir et les conforter avec des fondements du coup qui sont quantifiables, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est très intéressant. Mais j'ai envie de vous dire, ne stressez pas, parce que le stress abîme le microbiote, donc prenez votre temps. Il y a un certain nombre de choses à savoir fondamentales. D'une manière générale, quand vous avez une santé, quand vous avez un problème de santé, la question se pose autrement, mais quand vous avez une santé globalement diversifiée, mastiquée, et puis voilà, je pense qu'en matière de nutrition, il y a des habitudes et des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Il faut manger sain, c'est quelque chose qui vous préoccupe à la louve, c'est clair. Mais il ne faut aussi pas calculer, regarder combien il vous faut de microgrammes de vitamine C, de minéral SA et de prébiotiques. Non, diversifier. Manger le plus sain possible, le moins cuit possible et avec le plus de diversité. Et puis, s'il y a des changements alimentaires vraiment importants à mettre en place, ne stressez pas, vous ne ferez pas tout parfait tout de suite, prenez votre temps. On l'a vu, ça met... il vaut mieux avoir de la constance et faire des petits pas les uns après les autres tranquillement, mais avancer sur un chemin plus sain que de mettre en place des choses très difficiles et puis de renoncer. On va regarder s'il y a encore d'autres questions. Il y en a encore. Vous avez un message, vous, simple, André, sur la nutrition, s'il y a une chose à retenir, essentielle. Rien n'est simple. Est-ce qu'un bol alimentaire trop important d'une alimentation saine, avec beaucoup de prébiotiques, est quelque chose de dommageable pour la flore intestinale? Et une autre question, c'est par rapport au conseil du docteur Alamo qui fait un lien entre certains aliments et les groupes sanguins. Est-ce que vous conseilleriez de suivre ces conseils? Moi, je ne répondrai pas à la deuxième, parce que là, pareil, il faut connaître ce que sont les antigènes des groupes sanguins et puis on va dire des mélanges de protéines et de glucides qui s'appellent les lectines. Et bien, quand on a compris ça, on comprend que c'est quelqu'un qui ne connaît pas la diversité colossale de ces mélanges de protéines et de glucides qui s'appellent les lectines ou les glucanes, selon qu'on est humain ou qu'on est niveau végétal. Je réponds à la première question. Un message simple, pas assez, c'est pas assez. Trop, c'est trop. Que ce soit bon ou même si c'est bon, trop, c'est pas bon. Voilà. Donc ça, c'est mon message habituel parce que j'ai été formaté par ce qu'on appelle les valeurs biologiques santé. Ça veut dire que quelque part, quand on fait une étude de population, et il n'y a qu'à prendre l'étude CIMAX, il y avait des femmes qui ont pris les mêmes gélules que les hommes et qui ont montré aucune protection vis-à-vis des cancers. Pourquoi? Parce qu'elles avaient de façon naturelle une alimentation qui leur apportait l'élément qui a été le plus protecteur pour les hommes dans cette étude, c'est le bêta-carotène. Je dis toujours, le jour où le bêta-carotène aura des vertus aphrodisiaques, je pense qu'il y a plus d'hommes qui mangeraient
des carottes, c'est la boutade de la soirée. Mais en tout cas, c'est vrai. Les hommes ont été protégés formidablement contre tous les types de cancers, 31%, parce qu'ils avaient des quantités trop faibles de bêta-carotène. Et les femmes avaient les quantités optimales. Optimales, ça ne veut pas dire très hautes, ça veut dire dans un cadre très très précis au niveau statistique. Donc trop c'est trop, pas assez c'est pas assez. Je crois que mes deux collègues ont des bouquins qui sont écrits à vous présenter après la session. De mon côté, j'ai imprimé un petit article qui va sortir dans le magazine Elle, Zen, sur le microbiote intestinal, qui parle un petit peu de l'expo qui a lieu aujourd'hui à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui mérite vraiment le coup d'œil, et qui sera ouverte jusqu'au 4 août de cette année. Ouais. Tout à fait, c'est ça, 4 août. Voilà. Et qui est absolument formidable. Quelques imprimés, j'ai dû en imprimer une quarantaine, donc il n'y en aura pas pour tout le monde, mais qui sont disponibles sur une table à eau. Est-ce qu'il y avait encore des questions? Oui. Avez-vous quelque chose à nous dire concernant les modes de cuisson? Alors, on a parlé des cocottes minutes qui ne sont pas bonnes, trop puissantes comme vapeur, mais les plaques à induction et les fours à micro-ondes reçoivent des critiques sur la destruction des éléments bénéfiques. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, c'est très compliqué de répondre de façon très précise à ces choses-là. Il n'y a pas de fondement et d'études qui soient récentes, qui soient sur la question, donc c'est compliqué. Les plaques à induction, j'en sais rien. Tout ce qui est ondes et a priori, personnellement, je m'en méfie, mais j'ai pas de fondement scientifique pour affirmer une chose pareille. Voilà. Voilà, ce qui est communément admis, c'est que la manière de cuire en micro-ondes, l'induction, je ne suis pas du tout documentée. Mais la manière de cuire du micro-ondes, c'est de faire bouger les molécules. Rien que cette idée de modifier à ce point, voilà, il semblerait que du coup, ça ne permet pas de nous nourrir parce qu'on ne reconnaît pas et que ça empêche la biodisponibilité. Je ne peux pas affirmer, moi, ces choses-là de façon certaine. Voilà ce qui en est dit. Donc, par principe de précaution, je n'utilise pas. Une ou deux dernières questions? Oui, j'ai une petite question aussi concernant le jeûne. Je voudrais savoir quelle est l'influence du jeûne sur le microbiote, dans la mesure où justement on ne nourrit plus du tout le microbiote, même quelques journées. Quelle est son influence? Moi, la seule chose que je connaisse, donc je peux parler que de ça, c'est le jeûne intermittent. C'est-à-dire que autant, il y a maintenant beaucoup de preuves au niveau animal, c'est sûr, mais des vraies preuves, c'est-à-dire aller en état nourri 9 heures par jour, le reste du temps en état, on va dire, de jeûne, ça a des impacts colossaux sur tous les paramètres, y compris ce qu'on appelle la rythmicité du microbiote, parce que quelque part, quand vous favorisez quelque chose qui permet de fabriquer et puis après de déconstruire, c'est-à-dire qui va vers la fabrication synthèse, ou l'inverse qui va vers la destruction de certaines choses, c'est-à-dire beaucoup d'énergie et puis peu d'énergie, hein, c'est obligatoire, c'est de la rythmicité. Vous touchez tous les rythmes, au niveau du foie, du tissu adipeux, tout ça, et vous touchez aussi la rythmicité au niveau du microbiote. Donc c'est le seul jeûne que je connaisse, le seul qui est, à mon sens, supportable, applicable par qui veut bien le mettre en place, et ça ouvre un espace aussi bien au niveau de nos rythmes que celui du microbiote, mais aussi une composante extrêmement importante du foie, qui sont les différents acides biliaires, qui eux aussi sont produits du coup de façon rythmique
dans le bon tempo grâce au jeûne intermittent. Donc c'est tous les jours, vous faites un jeûne, c'est-à-dire vous mangez pendant des périodes plus courtes, et puis le reste du temps, vous faites autre chose, quoi. Et vous allez dormir aussi. Comment ? Non, il faut une période de 9 heures où vous pouvez manger autant que vous voulez par rapport à votre adaptation au niveau énergétique, hein, énergie, hein, ça c'est évident. Vous pouvez, mais moi je mange 2 fois par jour et ça me fait 9 heures pendant lesquelles je mange, et puis le reste du temps je ne mange pas, quoi. Est-ce que ça peut être par exemple de pas petit déjeuner, de simplement déjeuner, dîner ou... J'ai pas compris en fait les 9 heures. C'est facile pour moi, je suis comme 30% ou 20% des Français qui mangent jamais le matin, donc c'est facile pour moi. Mais je connais des personnes qui l'ont fait et d'autres ne peuvent pas le faire, hein. Je veux dire, c'est pas applicable forcément par tout le monde. D'autres pratiquent le jeûne intermittent à l'inverse en ne dînant pas. Ça dépend du rythme de chacun et ça dépend moi, je suis sur d'autres critères d'horaire, c'est 17h, 16 à 17h sans se nourrir. Ça revient au même. Quand on pense, quand on met la nuit au milieu, mais même une fois par semaine, c'est bénéfique. Alors, je vais donner un point de vue du microbiote, mais sur le jeûne long. Et qui a été documenté, à ma connaissance, seulement sur l'animal pour l'instant. Et ce qui a été montré, c'est que finalement, on fournit le gîte et le couvert. Et le couvert, c'est très riche et diversifié quand il y a des prébiotiques et quand il y a des fibres alimentaires. Et il y a une autre source de composés complexes qui sont utilisés par les microbes intestinaux, qui est le mucus, qui est produit par la paroi intestinale en permanence. S'il n'y a plus du tout l'apport de fibres, les microbes à l'intérieur mangent la maison en fait, hein. Ils mangent le mucus et on a même montré que l'épaisseur du mucus peut être plus faible quand on a effectivement une réduction drastique de l'apport de fibres alimentaires. Donc de mon point de vue, ça inciterait pas trop à prolonger le jeûne longtemps, mais voilà, j'entends des échos très très positifs ou des témoignages très positifs du jeûne long. Donc voilà, j'ai pas trop d'avis sur l'impact du jeûne long sur le microbiote parce que ça n'a pas été mesuré. Rebonsoir. Concernant les maladies auto-immunes et notamment la sarcoïdose qui se traduit par des uvéites au niveau donc des yeux, je voulais savoir si, d'après vous, une transplantation de microbiote pourrait être bénéfique ou si vous avez d'autres idées concernant cette maladie, quoi. Voilà. Vraiment, j'ai aucune raison de penser qu'une transplantation de microbiote pourrait apporter un bénéfice dans ce contexte-là, mais je ne connais pas suffisamment bien ce contexte particulier. Globalement, les maladies auto-immunes, on les connaît pas suffisamment bien dans leur relation avec le microbiote ou avec la symbiose, c'est-à-dire la relation homme-microbe précise, quoi. Pour l'instant, on a pu identifier des déviations du microbiote dans ces pathologies-là, mais on n'a pas de compréhension des modes d'action pour l'instant. Pas d'avis. Si par contre, quand il y a diagnostic de maladie de Lyme ou suspicion de maladie de Lyme, il y a des traitements antibiotiques longs et féroces, quoi. Donc le microbiote, il ne doit pas aimer du tout ce voyage-là. Mais voilà. Bonsoir. Une question sur la chimiothérapie. Une question sur les effets des chimiothérapies sur le microbiote. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une documentation en fonction des différentes chimiothérapies sur les effets sur le microbiote, d'une part, et d'autre part, dans les protocoles de traitement post-chimiothérapie, est-ce qu'il y a des protocoles de reconstruction du microbiote? Donc, sur le deuxième volet, à ma connaissance, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que je vous évoquais tout à l'heure l'intervention de MaaT Pharma sur la première chimiothérapie d'induction suite à un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë.
ce qu'ils ont pratiqué, c'est pas pratiqué du tout. C'est-à-dire que le clinicien est un clinicien qui est oncologue face à un patient qui a un cancer et son problème, c'est le cancer. Et donc, on peut comprendre ça. C'est sa formation qui l'emmène vers cette démarche, cette attitude. Et donc, le patient va subir une chimiothérapie qui, vraiment, au niveau intestinal, est dévastatrice. Et puis, c'est suivi de 15 jours d'antibiotiques qui en rajoute un petit peu par rapport au microbiote. Ensuite, le patient est 10 jours à la maison, puis il revient à l'hôpital pour la chimiothérapie suivante. Et donc, pendant ces 10 jours, les effets secondaires sont majeurs et ils ne sont pas traités ou pas gérés, à ma connaissance, en fait. Et donc, voilà, un peu à l'extrême, MaaT Pharma propose de complètement reconstruire l'écosystème. J'imagine qu'on pourrait avoir tout un tas d'approches qui seraient des approches protectrices du microbiote, mais aussi de la perméabilité intestinale, parce que là, on est dans l'hyperperméabilité massive, de l'inflammation, parce qu'on a aussi un burst inflammatoire majeur, et du stress oxydant qui vient avec. Donc le cercle vicieux que j'évoquais tout à l'heure, il mériterait d'être géré dans un contexte comme la chimiothérapie. Et puis je vais faire un corollaire, ou une extension de réponse. On travaille avec des collègues en oncologie, et on a montré que la composition du microbiote est un élément clé dans l'efficacité des traitements en oncologie. Et donc la chimiothérapie, aujourd'hui l'immunothérapie qui se développe énormément, sont plus ou moins efficaces et on sait qu'en immunothérapie, on a pratiquement 50% de patients non répondeurs. Incidemment, pour des traitements qui coûtent autour de 100 000 € par an, donc c'est vraiment un impact majeur. Et on a montré, avec des collègues de l'Institut Gustave Roussy à Paris, que suivant la composition du microbiote intestinal, au moment de l'immunothérapie, on a des patients qui répondent ou qui ne répondent pas. Et on va même jusqu'à penser que moduler la composition du microbiote permettrait d'augmenter le nombre de patients répondeurs ou le pourcentage de patients répondeurs. Et donc on travaille sur ces aspects-là aujourd'hui avec l'espoir de effectivement augmenter l'efficacité du traitement. Et ça dans des cancers comme les cancers du poumon, cancer du rein, cancer de la gorge, de la vessie, donc des cancers solides plutôt que liquides pour l'instant. Une dernière question, si vous en êtes d'accord, pour qu'on ait le temps de se retrouver autour d'un verre et de continuer autrement. Bonsoir. D'accord. Bon, ouais. Alors deux dernières questions ici et là-bas, puis après, comme il est tard déjà, on se retrouve là. J'ai une question anatomique, moi, c'est sur le rôle de l'estomac. Parce qu'on dit souvent que l'estomac, c'est un bain d'acide en fait, qui vient potentiellement tout détruire, tout mettre en petits morceaux. Alors, quand on prend des probiotiques ou des aliments fermentés qui sont par essence, ou même des vitamines en fait, qui sont par essence vivants, enfin des végétaux qui contiennent des vitamines, comment est-ce que ça fait en fait? Est-ce que ça les laisse passer? Est-ce que ça... Je répondrai sur les microbes en fait. Donc c'est un challenge pour un micro-organisme si ce n'est pas un autochtone de l'estomac. Parce qu'il y a effectivement des micro-organismes qui sont adaptés à cet environnement, malgré son acidité, et qui sont là en permanence. Par contre, quand on prend un probiotique sous la forme du yaourt, par exemple, qui est un produit laitier fermenté, qui apporte des micro-organismes vivants, ils auraient beaucoup de mal s'ils n'avaient pas été au préalable sélectionnés pour leur aptitude à résister à l'acidité de l'estomac. Et puis après l'estomac, il y a le duodénum, et dans le duodénum, il y a tous les acides biliaires, et ce n'est pas sympathique non plus pour des micro-organismes, donc ils sont aussi sélectionnés pour leur aptitude à résister à ça. Et malgré ça, la grande majorité des souches probiotiques qu'on ingère, elles souffrent beaucoup pendant le transit, et il en arrive quelques pourcents au mieux à la sortie, et quelquefois c'est 0,001%, donc c'est vraiment une mortalité massive pendant le transit. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est important ce que vous évoquez sur l'effet que peut avoir la prise de probiotiques. Il va y avoir de la perte de toute façon. Une toute dernière question là-haut. Tu as un micro déjà? Véronique, Isabelle. Tout là-haut, là, le micro. Je vous demanderai après à tous les trois, Florence, Joël, André, s'il y a quelque chose que vous auriez voulu dire et qu'on n'a pas abordé. Alors moi, j'ai un problème de compréhension sur quelque chose. Le micro bien près, parce qu'on... J'ai un problème de compréhension sur un point précis. Alors, à savoir qu'apparemment, il faut vraiment une flore bien diversifiée, riche, etc. Et que ça passerait par l'absorption de fibres. Mais
dans un repas et dans toute une journée, on n'a pas tant de diversité au niveau des fibres. Je ne sais pas, dans une journée, en faisant très très bien, il pourrait y avoir peut-être qu'un apport que de 40 ou 50 composés, quoi. Donc, comment faire une flore riche à partir de peu? Je vous ai dit, moi je mange poireaux, oignons, un peu de topinambour et puis un peu de son d'avoine, et j'ai mon quota. Après, pour les polyphénols, c'est une autre paire de manches, mais c'est beaucoup plus facile de diversifier au niveau des polyphénols. Il y a moins de ballonnement, il y a moins de choses comme ça. Donc c'est surtout au niveau des fibres et puis de ce qui compose aussi, qui est emprisonné dans les fibres, les amidons et ainsi de suite. C'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué parce que en fait, on confond fibres et aliments en fait, hein, et un aliment donné va vous apporter une multitude de fibres. Donc, si vous diversifiez les aliments, de toute façon, vous allez diversifier les apports de fibres. Le message qu'on pourrait essayer de donner, si on veut donner quelque chose de facile à mémoriser, c'est qu'on a longtemps parlé avec le PNNS 5 fruits et légumes par jour. Si vous travaillez sur 25 fruits et légumes différents par semaine, vous allez avoir la richesse des fibres dont vous avez vraiment besoin, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, la carotte, par exemple, elle va amener de la cellulose, mais elle va aussi amener des xylanes et elle va aussi amener un peu d'amidon. Et donc vous allez avoir cette diversité à travers un produit unique. Donc si, comme André l'évoque, vous en avez une dizaine, vous avez une énorme diversité de fibres qui arrivent. Et si vous avez des graines et des légumineuses et des fruits et légumes, voilà, vous complétez. Et donc, alors après, au niveau des produits lactofermentés, quelle quantité, qu'est-ce qu'il faudrait pas trop, quelle quantité ne pas dépasser pour déséquilibrer On n'a pas encore trouvé le maximum. Non, c'est difficile d'imaginer que vous allez vous rendre malade par excès parce que votre organisme vous dira que c'est bon, ça suffit de toute façon. Donc vraiment, il n'y a pas de risque en tant que tel sur l'excédent. Et peut-être la bonne réponse est simplement de varier, de diversifier. Et, on peut quotidiennement ingérer des légumes fermentés, par exemple, et ça ne posera pas de problème en tant que tel. En tout cas, moi, ce que je peux constater, c'est que dans les produits qu'on peut acheter, il y a très peu d'indications au niveau si c'est pasteurisé, pas pasteurisé. Il y a des produits lactofermentés qu'on trouve avec les étiquettes maintenant où c'est marqué non pasteurisé. Alors le reste, ça voudrait dire que ça l'est ou que ça l'est pas. Le miso, ça peut être indiqué, mais le tamari, je pense que c'est jamais indiqué sur les étiquettes. Tous les produits alimentaires contiennent la composition fibre. Tous. Ah oui, en fibre. Pour la fibre, oui. Mais après, si c'est pasteurisé... Non, si c'est pasteurisé, on peut avoir les bénéfices que ça ait été fermenté et que du coup, les micro-organismes ont produit des composés qui sont encore là. Mais c'est vrai qu'on aurait envie d'utiliser le bénéfice du ferment avec le ferment vivant dedans. Donc la logique, ce serait qu'effectivement, ce ne soit pas pasteurisé. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Florence, un mot de la fin ? Non, c'est bon, on a dit l'essentiel. Bon, Joël, donc on a retenu les 25 fruits et légumes par semaine. Ça, c'est facile, voilà le bon message. Moi, je vous remercie d'être venu. Merci à tous. Alors, on se retrouve tout de suite.